Mesdames et messieurs, bonjour à vous et merci de votre présence en notre église Saint-Michel de Malplaquet. L'association Thénières Malplaquet Culture Patrimoine est heureuse de vous accueillir ce jour pour la 3e conférence du cycle « Si Malplaquet m'était compté ». Je tiens à vous présenter M. Daniel Ponant, ingénieur civil né à Givry en 1956. Membre des sociétés historiques de Mons, d'Avesnes et du cercle historique de Givry. Ami d'Arthur Barbera, il lui reste la fibre de Malplaquet et il a manifesté à plusieurs reprises son attachement à cette bataille de 1709. Quelques rappels sur sa bibliographie. Article givrien, revue des 10 clochers. Participation à la rédaction de l'histoire de Givry. Sur Malplaquet, l'affaire des Suisses à Malplaquet, pilotée par Arthur Barbera. Malplaquet 1709, co-signataire avec Arthur Barbera. Un article, Récit français de la bataille de Malplaquet, publié en automne 2019. Par la Société de recherche historique de l'armée. Monsieur Ponant, nous vous remercions, l'association TMCP vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et vous laisse maintenant la parole afin de nous conter le sort des Huguenots à la bataille de Malplaquet. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie pour votre présence d'abord et je ne souhaite pas débuter cette conférence sans avoir une petite pensée pour Arthur Barbera. Je l'avais rencontré à l'époque, c'était en 1992, et dans un contexte particulier qui était le contexte de la grande revue de troupes qui avait eu lieu en mai 1692 à Givry. En fait, Louis XIV, avant de faire le siège de Namur, avait déployé toutes ses troupes entre Saint-Guilain et Rouveroy. Il y avait sa propre armée, l'armée du maréchal de Luxembourg, qui était dans cette plaine. Et son historiographe, qui était l'écrivain Jean Racine, avait raconté cette revue de troupes qui avait débuté à 8 heures le matin pour se terminer très tard le soir. Et toute la cour était présente. Louis XIV s'était fait accompagner pour le siège de Namur de son épouse, Madame de Maintenon, et de toutes les princesses et princes qui participaient, enfin qui faisaient partie de sa cour. Et donc c'est au travers de cet événement qu'on a, raconté aux Givriens à l'époque que j'ai eu l'occasion de rencontrer Arthur Barbera. On a eu énormément d'échanges. On a eu des échanges au niveau de l'armée française de l'époque. On a eu des échanges sur la bataille de Malplaquet. C'est ainsi que mon intérêt pour la bataille de Malplaquet a commencé à grandir, à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Et donc, avec lui, nous avons abordé un certain nombre de sujets tout à fait particuliers. Et je remercie Monsieur le Président d'avoir abordé l'affaire des Suisses, où finalement, dans une même nation, des cousins, des membres quand même relativement proches de l'une ou l'autre famille, ont combattu ici à Malplaquet. Et tout ça m'amène en fait à aborder le sujet d'aujourd'hui, qui est la participation des Huguenots, c'est-à-dire des protestants français, dans les armées alliées le jour de la bataille de Malplaquet. Et lors de cette bataille, des Français, et c'était peu connu, ont donc combattu contre des Français. Alors on peut imaginer qu'ils n'étaient que quelques-uns. Dans la réalité, ils étaient plusieurs milliers. Et c'est donc dans ce contexte-là, dans le contexte de cette bataille de Malplaquet, que je vais vous présenter d'abord une première partie pour vous rappeler les éléments historiques clés de l'immigration des Français protestants, donc des Huguenots, vers les divers pays d'Europe, le fait que ces Huguenots se sont trouvés à des postes importants dans les armées hollandaises, britanniques, prussiennes aussi, Et enfin, j'aborderai avec vous, dans une seconde partie, les éléments de la bataille
et des éléments un peu plus particuliers, où vous allez voir que certains officiers huguenots ont eu un rôle clé au niveau de cette bataille et qu'ils ont même apporté une contribution au-delà de ce que l'on peut imaginer. Voilà donc un peu le programme que je vous propose durant cet après-midi, et je vais commencer à rappeler quelques éléments d'histoire et aborder dans cette conférence d'abord les refuges huguenots. En quoi ça consiste? On se souvient évidemment du fait que, à un moment donné, au travers d'une influence extérieure, celle de Calvin, celle de Luther, un certain nombre de chrétiens, de catholiques français, finalement sont devenus protestants. Essentiellement pour deux raisons: ils rejetaient un pouvoir papal, mais également un certain nombre de pratiques, notamment la vente d'indulgences qui leur posait véritablement un problème, et donc un certain nombre de pratiques courantes sous l'Ancien Régime au niveau de l'Église catholique étaient remises en question par Calvin, par Luther, et ont généré ce courant protestant. Alors, une première date clé, évidemment, c'est la Saint-Barthélemy. Cette Saint-Barthélemy, finalement, qui s'est déroulée le 24 août 1572, où il y a eu, un peu partout en France, un massacre des protestants, un bain de sang. Et il a fallu attendre plusieurs années, et ce qu'on appelle l'édit de Nantes, qui a été promulgué par Henri IV en 1598, pour que, au niveau de la France, on accepte la présence des protestants sur le royaume. Alors, cette présence, finalement, au niveau des protestants, a pu continuer pendant un grand nombre d'années, et lorsque Louis XIV est arrivé au pouvoir, il avait comme grande idée d'avoir finalement un pays, un royaume, une seule religion et un seul pouvoir, et un seul État. Et donc, sa vision d'avoir finalement l'unicité du pouvoir religieux, du pouvoir de l'absolutisme, et d'avoir un territoire sur lequel il pouvait régner de façon conséquente, l'a amené à révoquer l'édit de Nantes au travers de ce qu'on appelle l'édit de Fontainebleau, et il l'a révoqué le 18 octobre 1685, ce qui a amené finalement une diaspora. Alors, quand cette diaspora n'a pas été un élément, je dirais, qui a fait directement suite à cet édit de Fontainebleau, s'était déjà déroulé précédemment. Après la Saint-Barthélemy, il y a ce qu'on appelle un premier refuge protestant. Donc les protestants commencent à quitter le territoire. Après cet édit de Nantes, il y a un calme, mais malheureusement, dès le début de la royauté de Louis XIV, on commence de nouveau à rechasser et à faire un certain nombre de misères aux religieux protestants, ce qui les amène progressivement déjà, on appelle cette période la période des dragonnades, où on met en tout cas ces protestants sous pression et on les invite à quitter le pays, jusqu'au moment où on arrive à cet édit de Fontainebleau qui finalement revient dans une situation qui était préalable à l'édit de Nantes et où il y a des persécutions conséquentes. Alors, ces persécutions sont tellement conséquentes que les protestants vont migrer. Il va y avoir un flux important de protestants qui vont quitter la France vers tout un ensemble de pays où ces protestants seront bien accueillis. C'est ce qu'on appelle le deuxième refuge. Alors, peu de gens ont pris le temps d'étudier le nombre de Français protestants qui ont quitté le pays, et le nombre de ces protestants varie beaucoup. On parle parfois de 50 000 personnes, 50 000 Français qui ont quitté la France. On peut parfois arriver, et on comptabilise aujourd'hui, les historiens érudits de cette période considèrent aujourd'hui que c'est près de 200 000 Français qui ont quitté la France suite à l'édit de Fontainebleau. Alors, vers quel pays sont-ils partis? Bien, la carte est relativement simple à comprendre. En fonction de l'endroit où ils habitaient, ils ont quitté la France pour aller soit
lorsqu'ils habitaient le long de Metz, Strasbourg, Lyon vers la Suisse. Et une fois arrivés en Suisse, ils sont partis vers d'autres pays. Donc, dans un premier temps, ils sont arrivés en Suisse, et puis ils ont rejoint l'Angleterre, ils ont rejoint les Provinces-Unies, parfois certains ont rejoint la Russie, et ils ont rejoint aussi le Saint-Empire germanique. Ceux qui habitaient dans le Languedoc ont pris le bateau, ont quitté la France par la mer, et la plupart se sont retrouvés en Angleterre, puis en Irlande ou en Écosse. Et lorsque on regarde d'une façon un peu plus précise le nombre de personnes qui ont quitté la France, mais on arrive pratiquement assez rapidement à ces 200 000 personnes. On voit que vers les Provinces-Unies, 65 000 Français se sont installés, 50 000 en Angleterre, 40 000 dans le Saint-Empire germanique et une vingtaine de milliers, 14 500, sans doute plutôt 20 000, dans les cantons suisses. Vous voyez que la quantité de migrants a été conséquente. Ça a amené évidemment une réaction du roi de France. Et le roi de France a finalement décidé, en 1699, d'empêcher le départ de toute personne hors des frontières de la France. L'immigration était tellement importante que la population diminuait en France. Or, d'un point de vue économique, ce n'était sûrement pas très bon, mais également d'un point de vue militaire, nous allons voir pourquoi. Et donc, il y a eu en 1699 une déclaration du roi qui était quand même relativement drastique et contraignante, à savoir que toute personne qui quittait la France sans y être autorisée, eh bien, pouvait finalement subir les galères et voire être punie de mort. Alors ces refuges, comme je viens de vous le dire, eh bien, ces trois pays étaient essentiellement l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Allemagne sont eux essentiellement qui ont accueilli de façon très hospitalière les protestants. Alors deux personnages sont importants au niveau du refuge huguenot en Angleterre, c'est Édouard Seymour. Ce monsieur est le frère de Jeanne Seymour. Jeanne Seymour a été la reine d'Angleterre sous Henri VIII, mais malheureusement durant une petite année. Elle est décédée suite à l'enfantement. Certains rapportent que c'est à cause d'une césarienne, d'autres disent que c'est plutôt la fièvre qui l'a emportée. Mais ça a permis à Édouard Seymour de devenir relativement riche et bien en cour, et sa vision d'accueillir et d'accepter le protestantisme a été un élément clé de sa vie. Il a fait en sorte d'accueillir les protestants, mais également de développer au niveau de l'Angleterre cette religion et de dresser finalement les premières règles de l'Église anglicane. Alors un autre personnage, Thomas Cranmer, est aussi un personnage important du développement du protestantisme en Angleterre. Il a été archevêque de Canterbury. C'est lui qui a séparé Henri VIII de son épouse, Catherine d'Aragon, et il a également été un porteur de ce protestantisme pendant toute sa vie. Alors, c'était très bien pour lui, à partir du moment où le pouvoir était en accord avec cette volonté de voir se développer le protestantisme. Malheureusement, la reine qui a suivi Henri VIII s'appelait Marie Tudor. Elle était catholique et a mis à mal ce monsieur Thomas Cranmer. Il a perdu la vie, il a été exécuté, même après avoir renié toutes ses croyances. La reine a estimé qu'il n'avait plus de place au sein de l'Église et finalement, on est revenu en Angleterre à des règles beaucoup plus catholiques, mais la culture protestante était présente et Marie Tudor n'a pas su finalement l'éradiquer. Cette vague de protestantisme, après Marie Tudor, bien, finalement a continué à se développer en Angleterre et à un moment donné, Guillaume III, qui était à la fois stadhouder des Pays-Bas, donc qui gouvernait en fait les Provinces-Unies, est devenu également roi d'Angleterre. Il était protestant et de nouveau, ça a été un élément clé qui a permis au protestantisme de se développer.
C'est ainsi qu'à Londres, et elle existe toujours, il y a eu une création de la Maison de la Charité, qu'on appelait la Soupe, d'un hôpital français, ainsi que d'une trentaine d'églises protestantes à Londres. Donc, cette religion s'est véritablement bien implantée, et le support de cette religion, c'était véritablement des Français qui avaient migré. Dans les Provinces-Unies, c'était la même chose s'est déroulée. Et donc, de nouveau, il s'est déroulé finalement une croissance de cette religion au travers de plusieurs personnages. On avait des avocats, on a eu des pasteurs protestants qui ont finalement aidé au développement, fait en sorte qu'on accepte tous ces migrants au niveau des Pays-Bas, jusqu'à même aussi aller critiquer de façon très violente le gouvernement français, notamment au travers de lettres pastorales. Donc, le fameux pasteur Jurieu a écrit cet ouvrage et dans cet ouvrage, on voit une critique acerbe du gouvernement et de la religion catholique en France. Et bien entendu, cela a eu des conséquences, tant au niveau des Provinces-Unies qu'au niveau du Royaume de France. Autre personnage important du développement du protestantisme aux Pays-Bas, c'est Pierre Bayle, qui était pasteur également, et qui est à l'origine finalement des premiers éléments de la première encyclopédie, bien avant Diderot. Cette encyclopédie, on l'appelait Dictionnaire historique et critique. Et donc, on voit aussi, à côté de l'aspect purement économique, on voit aussi un aspect culturel qui s'impose dans ces pays protestants au travers de l'arrivée d'un certain nombre de personnages importants, cultivés, et qui provenaient de la France. Donc, l'élément clé de ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que bien évidemment, ce n'est pas le petit peuple qui quitte la France. Ce ne sont pas les serfs, ce ne sont pas les paysans, ce sont des gens qui ont les moyens de faire le voyage, de s'installer dans un pays autre que la France, et donc Louis XIV voit progressivement toute une frange de sa population, et plus particulièrement une frange éduquée, ce sont des avocats, ce sont des notaires, ce sont des religieux, ce sont des militaires avec un certain grade qui quittent la France parce que ces gens ont les moyens de la quitter. En Suisse, c'est la même chose, c'est la même démarche. Alors, sur la carte que vous voyez ici à droite, chaque petit point est un endroit où des Huguenots ont quitté la France pour partir en Suisse. On voit qu'il y a donc finalement une myriade d'endroits où, suite à l'édit de Fontainebleau, tous les Français, qu'ils soient du Languedoc, qu'ils soient du nord de la France, qu'ils soient évidemment de la frontière proche de la Suisse, ont eu le souhait de quitter la France et d'aller s'installer en Suisse. Et donc, en Suisse, il existait à l'époque la Bourse française, qui était une institution de secours aux réfugiés, qui avait été créée en 1545 par un certain Busanton. D'ailleurs, il y a encore un certain nombre d'hospices qui portent aujourd'hui encore son nom. Il y avait une maison de Busanton à Mons, pas loin d'ici, jusqu'il y a peu de temps. Et jusqu'en 1687, cette institution accueille jusqu'à 350 personnes par jour. Donc, on imagine l'émigration qui s'opère, et cette émigration vers uniquement un seul pays, la Suisse. Même chose au niveau de l'Allemagne. On voit qu'un grand nombre de protestants français vont donc quitter la France et aller vers un territoire qui est proche de Berlin, c'est le Brandebourg. Et dans toute cette région, le dirigeant est protestant. Il va édicter, ce grand électeur, l'édit de Potsdam en 1685, qui va donner toute une série de règles pour accueillir les protestants. Quand les protestants arrivent en Brandebourg, ils auront un certain nombre d'avantages. D'abord, on les accueille. Ensuite, après les avoir accueillis, eh bien, ils disposent de plusieurs droits.
D'abord, il ne paie pas d'impôts. On fait en sorte qu'il ne puisse pas être imposé au niveau de l'État. Lorsqu'il y a des habitations vides, ils peuvent les occuper. Ils ont aussi la possibilité de faire bâtir sans véritablement avoir besoin d'autorisation. Et donc, l'accueil de ces protestants est véritablement un accueil plus que favorable. Alors pourquoi ? Bien, il faut savoir que dans tous ces pays, Pays-Bas, Angleterre, Suisse, non pas la Suisse, mais en tout cas l'Allemagne, la guerre de 30 ans, la guerre de religion, a fait énormément de pertes au niveau de la population. Donc tous ces pays sont en déficit démographique. Et donc le fait d'avoir une émigration qui vient combler dans leur rang une partie de la population qui a disparu lors des guerres précédentes, eh bien, est un avantage. En plus, comme ils sont artisans, ils sont capables, à un moment donné, de faire de jolies choses au niveau de leur métier, mais aussi ils ont des connaissances en droit, aussi en tant qu'ingénieurs. Donc tout cela fait en sorte qu'on les accueille à bras ouverts dans toutes les régions dans lesquelles ils arrivent, que ce soit au niveau de l'Angleterre, ou là également, et en Irlande, où là également il y avait des avantages pour tous les protestants qui arrivaient dans ces pays. Et donc l'accueil, c'est un point essentiel, et c'est sans doute aussi à cause de cet accueil et des faveurs qui leur sont accordées que l'émigration a été aussi conséquente. Enfin, il y a un dernier refuge huguenot en Hesse-Cassel. Le landgrave Charles Ier, qui dirige cette région d'Allemagne, eh bien, est aussi un protestant et il va appliquer les mêmes règles d'accueil au niveau des Français qui vont vouloir s'installer en Hesse. Et notamment, il va fonder Charles Ier, le landgrave Charles Ier, va fonder 2 villes pour accueillir les Huguenots. C'est un Français qui va les imaginer, et il y aura une nouvelle, ce qu'on appelle la nouvelle ville haute de Cassel, et en 1699, une autre ville à Karlshafen qui seront créées de toutes pièces. Et ces 2 villes seront administrées à la fois par une administration huguenote et une administration hessoise. Et ces villes, à l'heure d'aujourd'hui, sont toujours bien présentes sur la carte de Hesse, et c'est au travers de l'arrivée des Huguenots que l'idée est venue à Charles Ier de créer ces 2 villes pour accueillir les Français. Voilà dressé à grand coup de brosse, finalement, tout ce qui s'est passé entre le 15e, le 16e et le 17e siècle, au niveau de cette émigration protestante qui a subi un certain nombre de vagues, où ces Huguenots ont été installés dans tous les pays en périphérie de la France et ont systématiquement occupé des postes importants au niveau tant de l'administration, tant du pouvoir religieux, que nous allons le voir dans cette deuxième partie, tant qu'au point de vue du pouvoir militaire. Et donc, nous allons maintenant aborder de façon un peu plus précise le rôle que ces Huguenots ont joué durant la bataille de Malplaquet et prendront un certain nombre d'exemples de personnages qui ont marqué cette bataille pour véritablement démontrer à la fois le rôle de ces troupes huguenotes et le fait que lors de la bataille de Malplaquet, un certain nombre de Français, des Français qui étaient catholiques et sous la bannière de Louis XIV, se sont battus contre des troupes huguenotes françaises, donc protestantes, qui étaient sous la bannière alliée. Malplaquet, 1709. Un rapide rappel, donc, sur cette carte, qu'est-ce que nous voyons ? Il est important de bien savoir qu'à l'époque, la Belgique et les Pays-Bas espagnols ne sont pas de choses similaires. L'Empire germanique, le Saint-Empire germanique, occupe toute la principauté de Liège et une partie finalement du Namurois. Et on voit que la France, elle, possède les Ardennes, elle possède une partie du Hainaut, une partie du Brabant et essentiellement les 2 Flandres. C'est donc sur la partie droite,
sur la partie gauche de la carte, que essentiellement toutes les batailles que Louis XIV va mener vont se dérouler. Il n'y a jamais eu de bataille dans les Ardennes. La ville qui a été finalement à un moment donné assiégée, c'est Philippeville, et Namur, qui était juste à la limite finalement de la frontière entre ces Pays-Bas espagnols et le Saint-Empire germanique. Voilà pour, je dirais, cette notion. Et la bataille de Malplaquet, en quelques mots, pour vous la remettre en mémoire, elle débute le 11 septembre à 8 heures. Pendant un petit moment, pendant environ 30 minutes à 1 heure, c'est essentiellement un combat d'artillerie. Les troupes françaises, comme vous le savez, sont excessivement bien retranchées. Alors pourquoi sont-elles bien retranchées? Elles ont eu le temps de se retrancher parce que, suite au siège de la citadelle de Tournai, qui tombe juste avant la bataille de Malplaquet, des troupes, un certain nombre de troupes, une vingtaine de bataillons, qui ont été mobilisés pour assiéger la citadelle, se démobilisent et viennent rejoindre de façon la plus rapide possible, le plus rapidement possible, les troupes de Malbrouck et du prince Eugène. J'y reviendrai tantôt. Et donc, sans avoir ce renfort conséquent, les deux généraux, à savoir le prince Eugène de Savoie et le duc de Malbrouck, attendent de voir ces troupes rejoindre avant d'entamer la bataille. C'est finalement pendant la nuit qui précède le 11 septembre que ces troupes qui proviennent de Tournai viennent rejoindre, et ça va donc permettre à ce moment-là à Malbrouck et à Eugène d'entamer le combat. Début par un combat d'artillerie, et puis des attaques d'infanterie, d'abord sur la gauche française par Schulenburg, qui est un impérial, un soldat de l'armée impériale, et Le Thum, qui est un prussien, et sur la droite française, le prince d'Orange, qui va être opposé au maréchal de Boufflers et aussi au neveu du fameux d'Artagnan de Maastricht, qui sera à un moment donné lieutenant général, donc le lieutenant général de Montesquieu. Et le centre est tenu par les Anglais, par Lord Hockney, avec des troupes qui sont à la fois anglaises, prussiennes et hanovriennes. J'aurai l'occasion d'y revenir. Pendant que le gros de l'attaque se fait sur les deux ailes françaises, le centre n'est pas attaqué. Et comme Malbrouck aime le faire systématiquement, il l'avait déjà fait dans d'autres batailles, notamment à Audenarde, il contourne avec les troupes qui l'ont rejoint le bois de Sarre pour venir prendre les troupes françaises à revers, et c'est au travers des troupes qui proviennent du siège de la citadelle de Tournai que ce mouvement de contournement va s'effectuer. Et donc il y a une attaque qui n'est pas centrale, qui est sur les deux ailes. Le centre reste inactif et il y a une opération de contournement qui va finalement arriver un peu tard parce que, à un moment donné, Malbrouck et Eugène vont estimer que les troupes françaises ont été suffisamment malmenées et ils peuvent à ce moment-là attaquer le centre. Le centre va être enfoncé et l'armée française pourra se replier en bon ordre, mais en laissant un certain nombre de morts. C'est d'ailleurs la caractéristique de la bataille de Malplaquet, c'est son nombre de morts et de blessés. Aujourd'hui, on est pratiquement sûr que les troupes alliées ont perdu plus de 20 000 hommes, et on imagine, et un certain nombre de documents nous laissent à penser que les Français ont perdu, en tant que morts et blessés, de l'ordre de 15 000 hommes. Alors pourquoi 15 000 ? Ça n'est pas raconté dans les relations de la bataille. Par contre, vers la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, Louis XIV donne une instruction pour finalement aller enrôler de nouvelles troupes, de nouveaux soldats pour combler les pertes qu'il a eues à Malplaquet. Et l'ordre d'enrôlement qu'il distribue sur toute la France, c'est d'enrôler 15 000 hommes. Et donc, dans la mesure où ces 15 000 hommes étaient essentiellement, et c'est surtout lors des campagnes de Flandre que les troupes françaises avaient perdu beaucoup de soldats, on imagine que c'est quand même en relation directe avec le nombre de soldats qu'il a perdu lors de la bataille de Malplaquet et lors du siège de
tourner, perte que l'on estime pour le siège de tourner à 1000 à 1500 soldats. Voilà donc ce que je viens de vous raconter en quelques mots. Donc les attaques sur les deux côtés, le bois de Sarre, le bois de la Lénière, le contournement des troupes françaises qui sont derrière des redans, qui ont eu le temps de se retrancher dans tous les bois, bois de Sarre, bois de la Lénière, et finalement un combat qui est terriblement sanglant, simplement parce que d'un côté les troupes françaises sont statiques, elles sont retranchées, il y a des abattis de bois, il y a des levées de terre qui empêchent véritablement les troupes alliées de pénétrer, d'aller les attaquer directement. Il faudra une énergie conséquente de la part des troupes alliées pour arriver à leur fin et garder le champ de bataille. Je vous rappelle simplement que à cette époque est victorieux celui qui conserve le champ de bataille. Et aussi, on prenait en compte le fait de récupérer des timbales et des étendards. Et donc, plus la victoire, plus de timbales on avait récupéré sur l'ennemi, plus de drapeaux dont on s'était emparé, et la possession du terrain étaient les éléments clés d'une victoire à cette époque. Alors, voyons maintenant tout ce qu'il y avait comme huguenots et quels ont été leurs rôles au moment de la bataille de Malplaquet. Donc, comme je vous ai dit, lors de ces exodes, lors du premier et du deuxième refuge, ici c'est essentiellement au niveau du second refuge, on a eu beaucoup de personnes qui avaient des capacités à la fois artisanales, mais aussi militaires, et aussi des ingénieurs, qui ont quitté la France. Notamment Vauban, qui est quand même le premier ingénieur du roi, était entouré d'ingénieurs huguenots. Il y en avait 33 sur une centaine d'ingénieurs qui étaient issus de 22 familles protestantes en 1685. Ce n'est pas négligeable. Et Vauban perd ses ingénieurs. Ils partent, ils quittent la France pour rejoindre à la fois l'Allemagne, à la fois les Pays-Bas et à la fois l'Angleterre. Et dans le cas qui nous occupe, eh bien, il y en a deux qui vont se retrouver à la bataille de Malplaquet. Il y a un monsieur qui s'appelait Le Goulon, qui avait vaillamment commandé la première compagnie de mineurs de l'armée française au siège de Luxembourg. Donc, en 1684, il est toujours du côté de Louis XIV et qui déserte. Il déserte au pied de la lettre, dit le marquis de Louvois, sans dire adieu à personne, et il se retrouve finalement enrôlé dans les ingénieurs britanniques. Et ce sont les huguenots français qui vont créer, c'est aussi quelque chose qui est peu connu, qui vont créer le corps des ingénieurs de l'armée britannique. Un autre nom qui m'a interpellé, parce que tout ça résulte de recherches relativement précises pour savoir finalement quel rôle ces huguenots ont joué, non seulement dans l'armée, mais au travers de la bataille de Malplaquet. Ce Jason Petit est un ingénieur aussi huguenot. Il est nommé dans le corps britannique des ingénieurs en 1696. Il est lieutenant, il participera à la bataille de Malplaquet, mais pas en tant qu'ingénieur. En général, les ingénieurs étaient mobilisés pour s'occuper des questions liées à l'artillerie ou au charroi. Ici, non, il est lieutenant puis capitaine au 1er Foot de Garde, le 24 avril 1707. Il participe, ce Jason Petit, à la bataille de Malplaquet, donc dans l'infanterie, et ensuite, il sera lieutenant-colonel en 1722 et il décédera en Angleterre en 1730. Et donc, voyez-vous, ce corps d'ingénieurs était à Malplaquet, au travers de son rôle pour mener à bien les combats d'artillerie. Il était, à cette époque, encadré par des huguenots, donc par des ingénieurs français. Un autre français qui a été présent à la bataille de Malplaquet, il s'appelle Jean-Louis de Ligonier. Il est né à Castres en 1680. Il est issu d'une famille noble de huguenots qui quitte la France et part en Angleterre. Il entre dans l'armée britannique en 1699, dans une unité casernée en Irlande, et
de 1702 à 1710, il va se distinguer dans presque chaque bataille et dans presque tous les sièges qui ont été importants lors de la guerre de succession d'Espagne. Alors, il est présent au siège de Menin, notamment, et il est présent aux batailles de Ramillies, d'Audenarde et de Malplaquet. En fait, il est un des officiers principaux d'un des bataillons qui a participé, un des bataillons anglais qui a participé à la bataille de Malplaquet avec les troupes de Withers. Donc, il commandait une partie des troupes de Withers qui avait comme rôle d'effectuer le mouvement de contournement du bois de Sarre pour venir prendre les Français à revers. Il deviendra major en 1719 et son rôle dans toutes les batailles que Malbrouck a effectuées est tellement important qu'à un moment donné, un régiment de cavalerie portera le nom de Ligonier, qui est un nom français, dans les troupes britanniques. Alors, Louis, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, comme je vous le disais, le rôle de Ligonier et des troupes de Withers était donc un rôle de contournement, et de toutes les troupes françaises. Et donc, ce qu'il a fait avec les 20 bataillons de Withers, c'est contourner le bois de Sarre, le bois de Thénières, pour revenir en arrière. Alors, ce n'était pas une démarche très risquée. Le fait que les troupes de Withers soient arrivées relativement tardivement dans la nuit, vers 3h, 4h du matin, en provenance de Tournai, a fait en sorte que ces troupes sont arrivées relativement tardivement et ont été mises en place pour combattre tardivement à l'orée du bois de Sarre. Et donc, les pertes que ces troupes ont subies étaient relativement faibles. Un autre Français, un autre Huguenot qui, lui, malheureusement, n'a pas survécu à la bataille de Malplaquet, c'est Samson de Lalo. Donc, Samson de Lalo est un gentilhomme français. Il était nommé le 26 juin 1706 à la tête du 21e régiment de Hoffoud. Donc, lui, il dirigeait véritablement un régiment britannique lors de la bataille de Malplaquet. Alors, où a-t-il combattu? Eh bien, il a combattu sur l'aile droite alliée. Il faisait partie, son régiment, le régiment de Lalo, a combattu avec les troupes de Lotum, donc dans le dispositif allié. 22 bataillons étaient dirigés par un Prussien, le général Lotum, et dans ces troupes prussiennes, il y avait aussi des troupes hanovriennes et des troupes, dans ces 22 bataillons plutôt, il y avait aussi des troupes hanovriennes et des troupes prussiennes et aussi britanniques. Lalo commandait un de ces bataillons et malheureusement, il est mortellement blessé à Malplaquet et il ne survivra pas à la bataille. En fait, ce que j'ai peut-être omis de vous dire, c'est que dans le dispositif allié, on retrouve tant dans les troupes de Schulenburg, du maréchal Schulenburg, du général Schulenburg, tant dans les troupes du général Lotum que dans les troupes du général Orkney, un mélange de bataillons. Ce n'est pas parce que le général est prussien ou le général est britannique qu'il ne dirige pas finalement d'autres bataillons. Et donc dans chacune des attaques, on retrouve les trois grands pays qui constituent finalement la force alliée, à savoir le Saint-Empire germanique avec tous ses Länder, ça peut être des Brandebourgeois, ça peut être des Prussiens, ça peut être des Hanovriens, des Hollandais, des Anglais et des troupes impériales. Donc tout ça finalement fait à chaque endroit du champ de bataille une force. Il n'y a vraiment que sur l'aile droite française, donc sur l'aile gauche alliée, qu'on va retrouver essentiellement des troupes hollandaises avec quelques bataillons suisses. Il n'y aura pas dans cette partie-là dirigée par le général Palan et aussi le prince Friso, de troupes anglaises ni de troupes hanovriennes. Elles viendront seulement dans un second temps apporter leur contribution. Alors, qu'a fait Samson de Lalo avec ses troupes? Eh bien, il a attaqué le bois de Blargny sur le côté avec toutes les troupes de Lotum. Donc, toute la ligne française est ici le long et il a attaqué sur le côté et finalement il a basculé tous les retranchements français qui étaient le long du bois de Blargny, le long du bois de Sarre et ils ont pu les pénétrer malheureusement.
ils les ont pénétrés, mais lui, Samson de Lalo, a perdu la vie. Toujours dans les troupes, voilà des personnages, ces personnages, Samson de Lalo, Ligonier, qui sont donc des Huguenots français, qui faisaient partie des troupes britanniques. D'autres Français, d'autres Huguenots étaient aussi présents dans les troupes hollandaises. Alors le plus prestigieux est François Egon de la Tour d'Auvergne, dit le prince d'Auvergne, qui est né à Paris en 1675 et mort en 1712 à Douai. Il est protestant, il gagne les Pays-Bas en 1702 où il obtient directement un rang de général. Alors Louis XIV, voyant un de ses plus éminents généraux quitter la France, décide de le punir et finalement il rédige une sentence de mort contre François Egon de la Tour d'Auvergne pour cause de haute trahison et de lèse-majesté en 1703. Qu'a fait Egon de la Tour d'Auvergne? Eh bien, préalablement à la bataille, il va reconnaître le champ de bataille avec le prince Eugène et Malbrouck et il va participer au combat de cavalerie, c'est-à-dire qu'il va commander lors de la bataille de Malplaquet 30 escadrons et 400 grenadiers. Donc c'est un général qui a eu un rôle important au niveau de la bataille de Malplaquet parce que les combats de cavalerie ont été, enfin en tout cas les troupes de cavalerie ont été en partie commandées par François Egon, par le prince d'Auvergne. Et donc ce Français a combattu, comme les soldats, comme les officiers huguenots britanniques dont je viens de vous parler, contre les troupes françaises. Un autre, Jean Rousset de Missy, qui est né aussi en France, donc qui était bien d'origine française et qui est né en 1686, de parents protestants, eh bien, il joint finalement l'armée d'État hollandaise et il combat à Malplaquet. Il y survivra, oui, et puis aura un rôle culturel au niveau des Pays-Bas. Il fondera une école pour des garçons aristocratiques à La Haye. Il sera juriste, historien. Il publiera dans une gazette de l'époque excessivement bien connue, qu'on appelle le Mercure historique et politique. Et puis, il passe quelques années à Bruxelles et finalement ne rentre jamais en France. Il retourne dans les provinces unies jusqu'à sa mort en 1762. Donc voilà par exemple un officier ou plutôt un Français huguenot qui n'a pas véritablement eu un rôle d'officier au sein de l'armée hollandaise, mais qui a quand même participé de façon évidente à la bataille. Alors, dans toutes ces troupes hollandaises, il est très très difficile aujourd'hui, malgré toutes les recherches qu'on peut mener, de trouver un certain nombre de noms. On voit apparaître un certain nombre de noms à consonance française, mais il est assez difficile de déterminer dans quel bataillon ils étaient. Alors, pourquoi? Simplement, suite à la révocation de l'édit de Nantes, il y a eu, dans un premier temps, au niveau des Pays-Bas, des bataillons qui ont été constitués uniquement par des soldats français. Donc il y avait cinq bataillons qui reprenaient toutes ces troupes françaises. Et puis avant la guerre, et ils ont combattu essentiellement durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Quand la guerre de succession d'Espagne, quand cette guerre s'est terminée, ces bataillons ont été dissous. Et donc ces soldats se sont retrouvés, je dirais, sans nécessairement d'affectation, et ont repris, en tout cas dans leur bataillon bien précis, et donc ils ont finalement été répartis dans toutes les troupes hollandaises. Et donc on retrouve, voyez-vous, un peu dans tous les bataillons, un certain nombre d'huguenots, mais sans pouvoir déterminer au travers du nom du bataillon leur unique présence. Ce n'est qu'en 1686 qu'à un moment donné on crée deux compagnies de jeunes Français, de jeunes huguenots, qu'on appelle les cadets français, qui seront des volontaires émanant de bonnes familles et qui vont, ces deux compagnies, contenir chacune de l'ordre de 50 personnes. Alors, ces compagnies, au départ, étaient commandées aussi par un Français qui s'appelait Charles de Cosne de Chauvernay, c'est bien un nom français, pour la première, et la seconde compagnie était commandée par Daniel de Rapin, qui est un écrivain bien connu. Il a écrit une histoire de l'Angleterre. Alors, de ces compagnies, on rapporte dans les archives que
globalement, dans tous les combats qui ont eu lieu à l'aile droite française, donc à l'aile gauche alliée, là où étaient globalement une trentaine de bataillons hollandais, on rapporte que de l'ordre de 130 cadets ont été tués à Malplaquet. Donc 130 huguenots français jeunes, de jeunes aristocrates émanant de l'aristocratie protestante française qui ont été tués lors de ces combats. C'est l'endroit, sans doute, d'ailleurs, il y a une peinture qui montre, c'est une peinture de Rockudsen, donc c'est pas contemporain à la bataille de Malplaquet, c'est un siècle après, qui montre la victoire des Hollandais sur les retranchements français. Il y a eu une véritable boucherie. Il y a, globalement, sur ces bataillons hollandais, sur un bataillon qui comprend de l'ordre de 700, entre 600 et 800 soldats, on a plus de 200 à 250 pertes, donc morts et blessés, sur chacun de ces bataillons hollandais. La plupart, tous ceux qui étaient en première ligne, en tout cas, ont subi des pertes aussi conséquentes que celles dont je viens de vous parler. Alors, c'est pas fini, on rencontre aussi des huguenots dans les troupes prussiennes. Et cela, c'est beaucoup mieux dans les archives racontées et décrites. Il y a plusieurs régiments qui portaient et qui étaient commandés dans les troupes prussiennes, qui étaient commandés par des Français. Alors, le premier régiment qui a participé à la bataille de Malplaquet s'appelle le régiment de Varennes. C'était un régiment brandebourgeois, prussien. Donc, ces soldats avaient été recrutés dans la région de Brandebourg. Il a été formé en 1685 à Soest, en Westphalie, et il était totalement constitué de Français. Et donc, ce régiment, quand il arrive à Malplaquet, il n'y a pas de Prussiens dans ce régiment. Ce ne sont que des Huguenots français. Et ils vont participer à un élément clé de la bataille. Ils sont d'abord commandés par un certain Jacques Lemonnier, qui est un homme qui était né à Reims en 1641, et dont Louis XIV était le parrain. Il est promu directement dès qu'il naît lieutenant-colonel dans les troupes françaises, mais protestant, il doit quitter la France. Il part, il s'installe d'abord à Francfort avec d'autres officiers, dont son fils, et il est accepté comme colonel dans l'armée de l'électeur de Francfort. Il arrive à Berlin en 1686 et il reçoit l'ordre de constituer un régiment de 16 compagnies composé uniquement d'immigrés français. Donc 800 soldats qui sont purement français. Ce régiment-là, il reste. Il participe évidemment à la guerre de succession d'Espagne. Il entre au service des Pays-Bas en 1701. Lemonnier est promu en 1703 lieutenant général et il participe de façon très conséquente à la bataille de Malplaquet. En 1715, il abandonne son régiment et il meurt à Berlin en 1717. Vous voyez quand même que ces personnages qui ont occupé des postes importants au niveau militaire dans l'armée prussienne, finalement, ne sont jamais rentrés en France. Alors, un autre régiment du même tonneau, si je puis dire, et toujours faisant partie des troupes prussiennes, était le régiment de Troussel. Et il était dirigé en 1708 par Étienne du Trossel. De nouveau, Étienne de Trossel était un huguenot français qui est venu s'installer dans le Brandebourg, qui a été mandaté pour créer un régiment, et il est venu se battre également à côté du régiment de Varennes lors de la bataille de Malplaquet. Étienne du Trossel était originaire du Languedoc, il était originaire de Montpellier, il s'est réfugié dans le Brandebourg en 1690, et puis finalement, au travers de toute sa carrière, il devient lieutenant-colonel, colonel au régiment de Varennes, donc le régiment précédent en 1702. En 1706, il est nommé major général dans les troupes prussiennes, et finalement, il est nommé commandant du 9e régiment prussien qui prendra son nom. Le régiment s'appellera le régiment de Trossel, et sur les cartes, dans les archives liées à la bataille de Malplaquet, c'est ce nom qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ces bataillons, Varennes et du Trossel, ont eu un rôle essentiel au niveau de la bataille de Malplaquet. Et donc, à un moment donné,
Les Français étant bien retranchés sur leur aile droite, ils sont attaqués par les Hollandais, mais ils rejettent les Hollandais. La position est tellement bien fortifiée par des abattis, par des levées de terre, que les Hollandais n'arrivent pas finalement à passer au-dessus de ces retranchements et mettre à mal les troupes françaises commandées, comme je vous l'ai dit tantôt, par le maréchal de Boufflers. Et donc, à un moment de la bataille, c'est à mon humble avis un élément clé, que fait Malbrouck? Il ordonne à des bataillons qui sont pour le moment sur le centre et qui ne combattent pas, de venir faire appui au niveau des Hollandais. Et comme par hasard, il envoie le bataillon de Varennes, le bataillon du Troussel, donc ce sont véritablement des bataillons entre guillemets d'origine, où les soldats sont d'origine française, pour venir appuyer les troupes hollandaises. Il enverra aussi des troupes hanovriennes, et de nouveau, dans les troupes hanovriennes, il y aura également un bataillon français, un bataillon d'origine française. Et donc, c'est au travers de cette attaque des bataillons Varennes, du Troussel et d'Onof, c'est un bataillon purement prussien, que finalement les Français seront repoussés, que ces bataillons arriveront à faire très mal aux retranchements français et à faire en sorte que les troupes françaises seront obligées de les évacuer. Et donc le rôle dans la bataille de Malplaquet de ces deux bataillons huguenots avec un troisième hanovrien est essentiel, parce que c'est à ce moment-là que la bataille bascule. À partir du moment où l'aile droite française est enfoncée, que l'aile gauche, elle, au travers de la percée des troupes de Schulenburg, est aussi malmenée, mais moins. Elle l'est moins parce qu'à un moment donné, Villars décide de dégager, de déforcer son centre pour aller renforcer son aile gauche. Et donc, son aile gauche arrivera relativement facilement à contenir les troupes qui seront à l'orée du bois de Sarre. Par contre, de l'autre côté, l'attaque des bataillons Varennes du Troussel contre le bataillon de Navarre va faire en sorte que le bataillon de Navarre va quitter les retranchements, et donc, à ce moment-là, la bataille, quand même, semble mal se terminer, et on peut dire que ce moment-là est un des éléments clés. Et malheureusement, je dirais pour les Français, ce moment clé, il est lié à l'intervention de ces deux bataillons huguenots dont je viens de vous parler. Toujours dans les troupes prussiennes, il y avait aussi un régiment de cavalerie, le 6e régiment de cuirassés prussien, qui était formé en 1688. En 1702, il est commandé par le comte de Lostange, c'est aussi un Français huguenot qui meurt en 1703, on l'augmente de 2 compagnies, et en 1704, le régiment est donné au colonel Jacques Chalmot du Portail, qui combat à Malplaquet. Et donc, dans ces combats de cavalerie, il y aura 7 cavaliers tués, 38 blessés, dont 3 officiers. Alors, il est très difficile, évidemment, je ne suis jamais arrivé, en tout cas pour l'instant, à trouver les noms. Et je ne sais pas si dans les cavaliers tués, il y avait des cavaliers français, huguenots. Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Mais en tout cas, l'attaque de la cavalerie a été aussi menée avec des troupes huguenotes commandées par ce fameux colonel Jacques Chalmot du Portail, et son régiment de cavalerie portait ce nom, le régiment de cavalerie du Portail. Alors, qui était ce Jacques Chalmot du Portail? Il était né en 1600, on pense qu'il était né en 1657, il est décédé en 1736, c'était un huguenot, originaire du Poitou. Il était dans un premier temps membre de l'armée française, et puis à la révocation de l'édit de Nantes, il part. Il devient major dans un régiment de cuirassiers, et puis il est colonel, brigadier en 1706. Il deviendra gouverneur d'Ypres en 1723 et Namur en 1718. Et finalement, il terminera sa carrière dans les troupes prussiennes comme lieutenant général en 1717. Toujours dans les troupes prussiennes, et celui-ci, Pierre de Montarque, est un homme relativement intéressant. Pourquoi? Bon, il est né à Uzès, et en fait,
il faut savoir qu'il a joué un rôle relativement particulier à la bataille de Malplaquet. Donc il faisait partie des troupes prussiennes, et c'est lui qui fut chargé de porter la nouvelle de la victoire au roi de Prusse. Et donc, chose assez étonnante et digne, en tout cas qu'on en fasse la remarque, c'est un Français huguenot qui fut chargé de porter la nouvelle de la victoire de Malplaquet au roi de Prusse, et cet huguenot s'appelait Pierre de Montargis. Alors, enfin, il y avait encore, donc c'était pas terminé, donc vous voyez que tant dans les troupes britanniques, tant dans les troupes prussiennes, tant dans les troupes hollandaises, mais également dans les troupes hanovriennes, eh bien, il y avait des huguenots. Et on retrouve comme commandant d'un bataillon hanovrien, et le nom de ce bataillon s'appelle Gauvin, il a participé à la bataille de Malplaquet, et il était commandé par David de Gauvin, qui était né en 1649 dans le pays de Metz, donc c'était un Lorrain. Avant la révocation de l'édit de Nantes, il est déjà militaire, il est déjà entré au service du duc Georges-Guillaume de Brunswick-Lunebourg. Et pourquoi ? Il avait contracté un mariage de conscience avec une huguenote poitevine, et il avait décidé à un moment donné de s'en aller. Et Georges Willem de Brunswick-Lunebourg, si j'arrive à le dire, a bien entendu, comme la plupart des princes de l'époque des princes prussiens, été obligé de recourir à des huguenots, à un recrutement de militaires étrangers pour compléter ses troupes. Et donc, le sire de Gauvin, le général Gauvin, a participé également à la bataille de Malplaquet, et lui aussi, c'est un des bataillons Gauvin qui a également été sollicité pour venir appuyer l'attaque des Hollandais sur l'aile droite des Français, et il a contribué également à ce moment clé. Et donc Gauvin a aussi participé à la bataille de Malplaquet avec son bataillon. Il fut lancé à l'aide pour venir aider le général hollandais Palan afin de soutenir l'assaut hollandais à droite de l'aile alliée. Et regardez, les pertes furent relativement conséquentes pour ce bataillon, 43 morts et 210 blessés à cause de cette attaque pour venir enfoncer les retranchements français à gauche de l'aile alliée. Bien évidemment, à nouveau, dans ces troupes, il est excessivement difficile de savoir s'il y avait des huguenots français. Il y a probablement un certain nombre de morts qui, dans ce bataillon de Gauvin, ont perdu la vie à la bataille de Malplaquet. À la fin de sa carrière militaire, David de Gauvin était lieutenant général d'infanterie, et vous pouvez toujours voir sa tombe. Il est enterré, il mourut dans la ville fortifiée de Harbourg le 11 septembre 1727, à 78 ans, et il est enterré dans le cimetière de Garnison. Et voilà sa tombe. Il suffit de se rendre dans le cimetière et on voit que son épouse et lui sont toujours... Bon, la tombe n'est pas très bien entretenue, mais on retrouve la dernière demeure de David de Gauvin, du général David de Gauvin et de son épouse dans ce cimetière dans le cimetière militaire de Harbourg. En conclusion, je dirais, j'ai balayé d'une façon relativement précise tous les bataillons dans lesquels des troupes huguenotes étaient présentes, que ce soit des bataillons hollandais, que ce soit des bataillons prussiens, que ce soit des membres, des ingénieurs anglais qui ont participé au combat d'artillerie. Malplaquet, ce n'est pas uniquement, bien évidemment, un combat entre des huguenots français et des troupes catholiques françaises qui étaient sous le pouvoir de Louis XIV. On a rappelé en début de cette conférence que les Suisses s'étaient battus contre les Suisses, que même des cousins s'étaient étripés, que des Irlandais avaient combattu contre des Irlandais le long du bois de Sarre, mais également des Allemands qui faisaient partie, certains Allemands qui étaient dans les troupes de Louis XIV, ont combattu contre des Allemands. Et donc, bien sûr, c'est une bataille de nation, c'est aussi, sous une certaine forme, une bataille de religion, où finalement des obédiences différentes, telles que le catholicisme et le protestantisme, se sont opposées, ont généré, au travers de
de ce combat une quantité de morts importante. Et donc, malheureusement, à l'époque, des Français ont tué, voire blessé d'autres Français. Je vous remercie.